je vais plus faire part de certains témoignages. Et juste simplement pour démarrer, nous, en fait, on a une petite agence de création de sites web éco-conçus, entre guillemets, qui existe depuis 3 ans. Et pour être tout à fait honnête, en fait, on n'est pas vraiment spécialisé en e-commerce, mais c'est vrai que lors des dernières années, justement, on a eu plusieurs clients qui nous ont demandé d'intégrer des solutions e-commerce. Alors la question, c'était un peu à chaque fois, comment peut-on concilier justement des solutions éco-conçues, des solutions d'éco-conception avec des solutions e-commerce fonctionnelles. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment on peut envisager des sites qui sont bas carbone. Ça dépend de 3 dimensions que tu as déjà citées, effectivement, mais ça dépend du type d'énergie dans un premier temps. Est-il fossile? Est-ce de l'énergie fossile ou de l'énergie renouvelable? Ça dépend de la quantité de données qui est transmise entre des terminaux et aussi ça dépend de l'énergie requise par le terminal pour exécuter la page. Tout ça, effectivement, comme tu l'as déjà dit, c'est à mettre en perspective avec le nombre de pages de vues en moyenne par mois par le site web. Alors, je vous passe tout ça. Alors, en gros, selon Website Carbone, qui est un site qui me permet de calculer en gros les émissions carbone d'une page web en moyenne, il y a 1,78 grammes de CO2 qui est émis en moyenne à chaque chargement de page web. Et donc, ça équivaut, si on a 10 000 vues par mois, à 211 kg de CO2 par an. Alors, j'ai fait un petit benchmark dans le paysage belge sans aller trop loin, sans chercher forcément justement des solutions qui étaient extrêmement émissives ou autres. J'ai vraiment pris quelques exemples, je ne vais pas les citer. Mais en fait, selon ce site, justement, on a beau être hébergé en énergie verte, on voit que ici, si je prends un festival assez connu de musique électronique, le e-shop de ce festival, justement, on arrive jusqu'à 7,53 tonnes de CO2 qui peut être émise par an, entre guillemets. Donc, c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Et à titre de comparaison, on a fait 2 années d'affilée ce même e-shop pour ce festival de musique électronique et on avait des résultats qui étaient pratiquement 20 fois, entre guillemets, plus légers et plus rapides. Et donc, il existe effectivement des solutions, mais plus légères, moins énergivores et plus rapides. Alors aussi, quand j'ai continué mon petit benchmarking dans le paysage belge, c'est vrai que j'ai fait une petite analyse d'un shop de vêtements confectionnés localement et durablement. Et aussi, là, je me rends compte que ce qui est intéressant, c'est que malgré la dynamique éco-responsable et écologique, en fait, on a une solution qui ne l'est pas vraiment et qui, comme le montrent ici les analyses, est 82% plus émissif que la moyenne des sites web qui ont été testés. Alors aussi, ça m'a toujours un peu amusé ça, mais une autre campagne qui avait été faite pour le climat, avec un site qui était vraiment pour le climat, entre guillemets, et on avait un des sites les plus émissifs qu'on avait calculé. Alors évidemment, plus vous avez de vues, plus vous avez de visites, plus ça va être impactant. Donc, si vous n'avez pas tellement de personnes qui viennent sur votre site, ça n'aura pas un impact immense, mais c'est clairement quelque chose à considérer si sur votre e-commerce, vous avez en fait pas mal de vues par mois. Alors, quelques petites pistes de manière non exhaustive et assez rapide à mettre en place pour justement limiter les émissions de CO2 et l'énergie nécessaire pour une page web. Déjà, c'est d'envisager de faire un maximum du code sur mesure, du code artisanal, pour avoir une optimisation qui est maximale. Alors, comme vous pouvez voir ici sur la petite fenêtre de droite, on peut voir en fait en faisant clic droit et coverage, lorsqu'on est sur Chrome par exemple, on peut voir le nombre en fait de données, de balises et de scripts qui sont exécutés sur une page et qui ne sont pas utilisés. Alors ici, vraiment, j'ai pris une page moyenne. Vous pouvez faire le test sur n'importe quelle page. C'est très, très, très régulier qu'on obtienne comme ça énormément de contenu qui n'est pas nécessaire à l'exécution d'une page. Et donc ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, qui est vraiment absolument lié au design, c'est vraiment de faire des wireframes et des designs qui sont pensés dans une dynamique d'éco-conception et toujours d'envisager, ça c'est vraiment les conseils les plus évidents, je vous donnerai toutes ces slides
pour que vous puissiez aller voir un peu plus loin. Mais en gros, c'est clair que envisager toujours le contenu dans un premier temps, avoir une approche du coup content first, limiter les photos grand format, les vidéos qui se lisent automatiquement et les polices personnalisées, par exemple, c'est quelque chose qui est lié au design et qui va énormément limiter le poids de votre page et qui va vous permettre certainement aussi de diminuer en définitive l'impact de votre site web. Alors, ce qui joue énormément, j'ai déjà parlé des images, mais c'est vrai qu'en général, ce qui alourdit terriblement, terriblement un site, c'est l'utilisation de documents et d'images qui sont encore très lourdes et qui ne sont pas dans des formats de nouvelle génération ou appropriés. Donc, par exemple, maintenant, il y a le format WebP qui commence à se populariser, qui est un format qui offre une compression de très bonne qualité et qui est beaucoup plus léger, par exemple, qu'un format PNG ou JPEG. Ce n'est pas toujours lisible, donc il faut envisager des systèmes de fallback, comme on dit, mais ce sont des méthodes qui peuvent très bien fonctionner. Ce qu'on ne fait pas toujours non plus aussi, c'est de redimensionner en fonction du terminal qu'on utilise les images pour qu'elles s'affichent dans les bonnes tailles. Donc souvent, par exemple, et ça c'est vraiment très lié à l'e-commerce, en fait, on va uploader en Ultra HD des photos des produits qu'on met sur notre site. Et si on n'a pas un petit script ou autre qui est prévu pour redimensionner, mais lorsqu'on va consulter le site sur notre smartphone, on va télécharger directement le fichier image dans sa plus grande définition, alors qu'elle pourrait juste s'afficher en quelques pixels. Alors aussi, justement, je vous en parlais précédemment quand je vous ai montré l'élément coverage, c'est important ici de minifier et de compresser. Et par exemple, si vous regardez au-dessus et en dessous, c'est exactement le même code source, sauf que l'un est compressé et l'autre ne l'est pas. Alors en termes de fonctionnalité et en termes d'affichage, ce sera exactement la même chose. Par contre, en termes de caractère et de poids, la version du dessus, qui n'est pas compressée, va peser plus lourd. Alors, ça ne va pas changer drastiquement, effectivement, ce que vous proposez, mais ça fait partie des petits détails qui peuvent effectivement alléger et augmenter la rapidité de votre page. Alors aussi, c'est un autre point qui est très important, c'est de privilégier des technologies et des architectures légères afin de réduire le nombre de ressources et la puissance nécessaire à l'affichage de la page web. Donc, en fait, quand on a une page web qui est légère, donc vous pouvez faire des tests via des systèmes comme GTmetrix ou PageSpeed, vous pouvez analyser le poids d'une page web et c'est clair que plus la page web sera légère, plus elle se chargera lentement et moins elle demandera d'énergie pour s'exécuter. Alors, un autre élément important aussi, et ça on l'a vu, et ça c'est souvent le problème quand on utilise des templates ou des systèmes tout faits, des systèmes e-commerce tout faits, etc., c'est qu'on peut vite avoir un tas de plugins, un tas de scripts et un tas de ressources qui vont se charger automatiquement parce qu'on les a eu dans notre template qu'on a acheté. Et c'est clair que plus il y a de requêtes, en fait, quand on ouvre une page web, plus, en définitive, on va avoir un temps de chargement élevé, une demande énergétique prépondérante. Alors, un autre point aussi, et qui est pertinent, qui est assez pertinent maintenant ici, je ne sais pas si ça va peut-être un peu loin, mais c'est clair qu'il existe aussi aujourd'hui de plus en plus de solutions de tracking et d'analytics qui ne sont pas directement Google Analytics, comme Plausible.io ou Netlify Analytics, et qui sont des techniques de tracking et d'analyse qui en fait sont orientées serveurs et qui du coup ne déposent pas de cookies ou autres scripts sur le navigateur de l'utilisatrice, de l'utilisateur. Et ça, effectivement, d'un point de vue légèreté, efficacité, mais aussi d'un point de vue éthique, c'est un véritable avantage. Je vous suggère de le considérer en tout cas. Et alors du coup, lorsqu'on combine tout ça, on peut vraiment arriver à des sites qui sont drastiquement plus légers, plus rapides et qui vont émettre moins de CO2. Alors, si même l'aspect purement environnemental n'est pas au centre de vos priorités, par exemple, c'est clair que ça va de pair, en définitive, avec une série de performances et une série d'atouts marketing, notamment comme l'expérience utilisateur, l'accessibilité et le référencement. C'est clair qu'à l'heure actuelle, quand on fait des tests
sur PageSpeed de Google, par exemple, ou autre, de plus en plus, en définitive, Google va aussi favoriser les sites sur lesquels il y a une accessibilité qui est favorisée, qui vont se charger vite et sur lesquels, du coup, il y aura une expérience d'utilisateur qui sera meilleure. Donc, même si on n'est pas dans cette dynamique, etc., c'est un vrai atout marketing supplémentaire. Alors, du coup, est-ce possible d'éco-concevoir un site e-commerce? Alors, la réponse est oui. En tout cas, on a essayé de le faire. Donc, c'est une liste un peu non exhaustive de quelques pistes ici avec les avantages et les limites que je vais vous proposer assez rapidement parce que je vous dis, je suis toujours durant ma pause et mes étudiants m'attendent. Mais une première solution qu'on avait tentée en fait au début de notre agence où on voulait vraiment pousser à fond l'éco-conception, c'est de faire des solutions qui étaient entièrement custom et donc de créer des plateformes e-commerce vraiment faites sur mesure. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas PrestaShop, on n'utilise pas WooCommerce ou quoi que ce soit, c'était vraiment des solutions purement custom. Et alors ça, du coup, c'était très intéressant d'un point de vue performance, parce qu'on a un contrôle total sur le code, mais c'est vrai que c'était extrêmement limitant, par contre, en termes de flexibilité, et ça restait du coup généralement assez coûteux aussi en termes de ressources, parce que chaque fois que le client avait besoin en définitive de faire une petite modification ou quoi, il fallait retourner dans le code, etc. Et donc, c'était assez limitant. Et c'est du coup une piste qu'on n'a pas gardée très longtemps parce que ça ne fonctionnait pas super bien. Alors après, on est parti sur une autre dynamique. Et alors, c'est justement le site que je voulais vous montrer. Justement, notre cliente n'était pas satisfaite par les possibilités qu'elle pouvait appliquer à travers justement la solution qu'on lui avait faite. Alors, une autre possibilité, et ça, c'est une possibilité justement qu'on recommande pas mal, c'est justement de partir d'un framework e-commerce spécifique existant, donc comme PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce, peu importe, et optimiser justement cette solution pour obtenir une solution assez légère. Alors du coup, c'est un peu moins optimisé effectivement que peut-être quelque chose fait 100% main, mais ça permet de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités proposées par les solutions spécialisées. Et alors du coup, le client, principalement, a donc beaucoup plus de marge de manœuvre et d'indépendance. Et en fait, si on compare un peu ici la version qui était super light avec la version nouvelle, on voit que la version qu'on a faite à partir d'un template qui était un template WooCommerce vraiment de base, sur lequel on n'a quasi rien changé et qu'on aurait même plus optimisé, ça restait quand même un site qui offrait des statistiques qui étaient tout à fait honorables et tout à fait clean d'un point de vue éco-responsabilité. Alors, une autre solution encore qu'on a appliquée pour certains clients et qui s'est avérée assez intéressante aussi, c'est l'intégration de buy buttons et de paniers d'achat. Donc, il y a des plateformes qui existent comme Snipcart ou PayPal ou Stripe même en définitive, qui permettent d'ajouter en fait des petits boutons d'achat dans certaines zones d'un site, même si celui-ci n'est pas initialement configuré ou pensé comme un e-commerce. Alors, c'est intéressant quand on a développé vraiment un système sur mesure, etc., et qu'après, on va juste ajouter peut-être certaines zones d'achat. Alors, c'est assez simple à implémenter, c'est assez léger, ça s'intègre bien sur la majorité des plateformes, ça s'associe bien donc à des solutions de base éco-conçues, en parlant de Jamstack et de sites statiques notamment. Le panel de possibilités d'offres de vente et autres reste tout de même assez restreint, par contre, par rapport à des pistes précédentes plus robustes et complètes, mais moins recommandées du coup pour de plus gros e-commerce. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple. C'est un site que maintenant dont mon ancien associé s'est occupé dernièrement. Mais ici, c'est un site qui n'avait pas du tout de solution de vente ou d'achat. Et après, ensuite, on a eu la demande d'avoir la possibilité d'acheter quand même, de pouvoir réserver des cours, etc. en ligne. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement implémenté une petite solution Snipcart. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est que simplement, en cliquant sur le petit bouton réservé, on a un petit panel qui vient sur la droite. Et alors là, on arrive dans une solution e-commerce qui est hostée dans un autre endroit, en fait, mais du coup, qui ne va pas, entre guillemets, gêner la conception et le développement même de la solution de base. Et alors, la quatrième piste qu'on a employée, qui est une piste qui nous semble aussi assez pertinente et qui est assez fonctionnelle, c'est avoir une partie vraiment shop dédiée qui est externe au site vitrine.
Et donc, l'idée, c'est vraiment de diviser en deux parties sa vitrine d'un site qui peut être optimisé du coup au maximum et d'ensuite héberger le shop uniquement sur un adresse dédié où le client peut bénéficier de toutes les extensions et la flexibilité d'un WooCommerce. Par exemple, un WooCommerce, je parle aussi des autres solutions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'importance de la section e-commerce du site, ça offre quand même la possibilité de concentrer des actions d'éco-conception, on va dire, sur les pages principales et vitrines de la plateforme. Et par contre, quand on part dans la solution e-commerce, on peut vraiment y aller, profiter de plugins et de fonctionnalités qui peuvent vraiment aider à ce moment-là le client, mais aussi le prestataire et aussi, entre guillemets, les visiteurs à avoir toutes les fonctionnalités qui sont demandées. Alors ici, c'était pour le site Imagine, par exemple. Ici, c'est une page du site éco-conçu qui est tout à fait clean. Et ensuite, par contre, ici, vous arrivez sur une page du shop qui est très basique, comme vous le voyez. Et ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a repris les polices, on a repris les couleurs, etc. En définitive, quand on arrive sur le shop, on sent bien que ce n'est pas tout à fait la même plateforme, mais on reste quand même dans l'univers graphique et on garde la charte graphique qui a été établie. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le challenge ici, en définitive, c'est que pour des solutions comme Imagine, comme le magazine Imagine, en fait, il y a un tas et un tas de systèmes d'abonnement. On peut acheter en version digitale, papier, on peut s'abonner pour 1 mois, on peut s'abonner pour 6 mois, pour 1 an, à partir d'un certain numéro, etc., etc. Et on s'est vraiment pris la tête de trouver la solution la plus efficace à la base sur Snipcart ou autre. Et vraiment, on ne s'en sortait pas et on a finalement parti sur du WooCommerce où là, on s'est retrouvé avec plein de flexibilité et plein de possibilités, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant aussi ici. J'ai mis un peu les stats en termes d'émissions CO2 selon le website Carbone, hein, à prendre toujours avec des fourchettes. Mais en gros, le site qui était éco-conçu, etc., on arrivait à 0,2 grammes de CO2 par page. Et le site qui était hosté en mode WooCommerce par rapport à un petit template très léger, on n'était que sur 0,74 grammes de CO2, ce qui reste franchement très, très bas pour un e-commerce, quoi. Donc, c'est vraiment une solution qu'on recommande particulièrement. Et donc, pour conclure, excusez-moi si je parle un petit peu vite, hein, mais je suis attendu. Pour conclure, justement, si on peut se permettre de vous donner quelques petits conseils, ce qui est super important aussi, c'est de ne pas non plus tomber dans le piège de vouloir faire de l'ultra éco-conception, justement. Et c'est bien se poser des questions par rapport aux objectifs communicationnels et commerciaux. Parce que ça nous est arrivé à plusieurs reprises, justement, de vouloir, avec le client, aller vraiment au maximum dans l'éco-conception et du coup d'avoir plein de limites. Il faut savoir que des sites qui sont vraiment très performants, parfois, utilisent des plateformes et des frameworks qui ne sont pas ultra flexibles. Et donc, pensez bien justement à vos objectifs communicationnels et commerciaux pour être sûr que vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires justement pour votre audience, pour le nombre d'utilisateurs, mais aussi par rapport aux ressources dont vous disposez et aussi justement par rapport à un design spécifique que vous aurez à implémenter. Voilà. J'étais un petit peu vite, mais je vais terminer sur cette slide-ci. Thomas, je suis désolé si j'étais un peu vite, mais comme tu savais, c'était un peu le rush. Ouais, pas de souci. Est-ce que vous avez quelques petites questions, justement, avant que je Dans le, m'en aille? dans le chat, j'en ai pas spécialement vu. OK. Donc, si jamais je les ferai suivre. Vous Je te pouvez les ferai suivre par la suite. Ouais. Ah bah ça va, vous pouvez vraiment me contacter à tout moment si vous avez des petites questions ou que ça vous intéresse un petit peu plus. Vous pouvez nous retrouver sur studiocolibri.be et je me ferai un plaisir de vous répondre avec le temps qu'il faut quand j'aurai un peu plus de marge, quoi. Encore merci Thomas et toutes les personnes qui organisent ce merveilleux événement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.